Bonjour à tous, bienvenue sur l'Argus.fr pour l'essai de la Tesla Model 3 améliorée. Alors comme pour chaque essai Tesla, je suis sûr que en fonction de la conclusion de ce test, on se fera taxer dans les commentaires soit de pro-Tesla, soit d'anti-Tesla. Pourtant je vous assure, on va jauger cette voiture de la manière la plus objective possible, comme on le fait d'ailleurs pour n'importe quel essai de n'importe quelle voiture. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais rappeler que cette auto, elle a vraiment révolutionné le marché de la voiture électrique. Et ça, c'est pas être pro-Tesla de dire ça, c'est vraiment simplement regarder les chiffres de vente. Elle s'est vendue depuis sa sortie à plus de 2 millions d'exemplaires. Elle a régulièrement pointé dans le top 3 de chacun de ses marchés, toute énergie confondue. Et elle est encore aujourd'hui, au moment où je vous parle, la voiture électrique la plus vendue au monde. Alors ce ne sera plus le cas dans quelques semaines puisqu'elle devrait se faire doubler dans peu de temps par sa version SUV, le modèle Y. Alors c'est sans doute justement pour recoller un petit peu au basque de son SUV de grand frère que la Model 3 reçoit aujourd'hui son premier vrai restylage. Alors il y avait déjà eu des petites évolutions en 2021 avec des nouveaux équipements, une nouvelle batterie qui avait donné un petit peu plus d'autonomie, mais là il y a vraiment beaucoup plus de changements. Alors on ne va pas s'étendre sur le nouveau style puisque ça avait déjà été détaillé dans une précédente vidéo en direct du salon de Munich le mois dernier. On va jauger toutes les évolutions en conditions réelles. Elle fait plein de promesses cette nouvelle Tesla, elle est promise plus confortable grâce à des nouveaux réglages de suspension, elle est promise plus silencieuse avec des nouveaux vitrages acoustiques tout autour de l'habitacle. Avant il y avait uniquement du double vitrage à l'avant. Elle est promise mieux équipée, elle est aussi promise encore plus sobre avec une autonomie encore étendue, bien qu'elle garde le même moteur et la même batterie. Tout ça c'est grâce à des évolutions aérodynamiques sur lesquelles on va revenir. Et enfin, elle est promise plus qualitative à bord et ça on va tout de suite se pencher là-dessus en jaugeant la qualité perçue à la lumière du jour et non pas sous les spots du salon de Munich. Donc quand on découvre l'habitacle, deux cas de figure, soit vous n'avez pas de Tesla et vous vous dites rien n'a changé, on a toujours la même planche de bord hyper épurée avec un grand écran au milieu, soit vous avez déjà une Tesla et vous avez déjà remarqué que quasiment tous les éléments ont été modifiés. Et effectivement on retrouve un nouveau volant, on retrouve des nouveaux sièges, une nouvelle console centrale, des nouvelles contreportes. On a un nouveau bandeau qui est désormais textile et non plus en cuir vegan comme on dit maintenant. On a les nouveaux guides de lumière dont on peut régler la couleur et l'intensité. Tout ça, ça participe effectivement à une meilleure qualité perçue. On a notamment des plastiques désormais qui sont moussés dans toutes les zones de contact. On a également cette nouvelle console centrale avec des inserts en alu et dont les volets peuvent recouvrir le porte-gobelet. Là, on a un support de smartphone pour la recharge par induction qui a aussi été agrandi. Donc là, je pense que vous pouvez arriver avec votre iPhone 15 Pro Max et vous avez possibilité de le loger sans aucun souci. Si vous préférez la recharge filaire, c'est toujours possible. Au fond de ce profond rangement, on a toujours une prise 12 volts. Sous la coudoir, on a aussi une prise USB-C ainsi que deux autres prises USB-C à l'arrière. Il faut savoir que ces prises USB-C sont alimentées en 65 watts. Ça veut dire que vous pouvez charger un téléphone bien sûr, mais aussi une tablette ou un ordinateur portable. L'autre grande nouveauté aussi à l'arrière, c'est l'arrivée de ce petit écran de 8 pouces. Alors, il permet de commander la ventilation, les sièges chauffants, mais aussi il permet de regarder ou d'écouter une musique différente de celle qu'il y a à l'avant. Ça c'est parfait pour occuper les enfants. Alors il y a d'autres évolutions qui vont arriver, notamment la compatibilité avec des casques audio Bluetooth, ce qui sera quand même mieux pour suivre un programme sans déranger les passagers avant, mais aussi des manettes de jeu. Alors puisqu'on est à l'arrière, on va aussi parler de la nouvelle banquette. Très honnêtement, je ne connais pas assez l'ancienne pour vous dire si c'est mieux ou moins bien. On a juste l'arrivée d'un nouvel accoudoir et d'un appuie-tête. En tout cas, à l'arrière, on est toujours bien installé, notamment grâce au plancher plat. Ça, c'est un avantage notamment au centre. Ça permet de ne pas être gêné au milieu. Et puisqu'on parle des aspects pratiques, on va aussi passer au niveau du coffre qui lui aussi progresse un petit peu. Le volume gagne en effet une trentaine de litres, ça c'est grâce à l'ampli qui a été déplacé, qui était auparavant sur le côté, qui a été déplacé vers le haut. Et surtout on a toujours en dessous un profond rangement qui est bien pratique. Le coffre arrière reste complété aussi par le frunk à l'avant qui fait 88 litres et qui reste bien pratique pour loger les câbles de recharge.
On repasse quelques secondes à l'intérieur pour vous parler de cet écran. Il fait toujours 15,4 pouces de diagonale. En revanche, les bords sont un petit peu plus fins, ce qui fait que l'image affichée est légèrement plus grande. Sinon, l'interface est strictement identique à celle d'avant. Alors, hormis la petite fonction supplémentaire liée à l'écran arrière qu'on peut commander ou bloquer depuis l'avant. Sinon, l'interface, elle est toujours très intuitive, très rapide, avec une belle puissance de calcul. Ça, c'est depuis l'arrivée de la puce AMD Ryzen en remplacement de l'ancien processeur Intel. Mais ça, c'est pas nouveau, ça date pas du restylage, c'était arrivé tout début 2022 sur toutes les modèles 3. Le système n'est toujours pas compatible avec Android Auto ou Apple CarPlay. Alors vous allez me dire, c'est pas grave parce qu'on a plein de services connectés, c'est vrai. En revanche, on rappelle qu'il faut souscrire à l'abonnement premium à 10 € par mois pour profiter de tous ces services qui sont l'infotrafic sur le GPS, qui sont l'accès aux différents services de streaming audio et vidéo. On a aussi l'accès au karaoké, ça peut toujours occuper pendant les recharges. Alors j'avoue que je ne sais pas si le générateur de Prout est prévu de base ou dans l'abonnement. Donc on va partir rouler. Alors c'est à ce moment-là qu'on se rend compte de la dernière évolution de l'habitacle, c'est la suppression des commodos derrière le volant. On sait que Tesla est assez obsédé par la réduction des pièces dans l'habitacle. Il avait déjà supprimé il y a quelques mois les capteurs de stationnement. Alors ça avait fait un petit peu grincer des dents puisque l'indicateur de distance n'était plus aussi précis qu'auparavant puisqu'il se base uniquement sur l'interprétation des caméras. Donc là, la suppression de commodos, ça implique que les clignotants notamment arrivent sur le volant. Alors on a pas mal roulé avec la voiture hier, on a fait à peu près 500 km. Alors la plupart du temps, cette commande de clignotant, ça se passe assez bien. Ça demande bien sûr un petit temps d'adaptation. On a mis allez quoi, 1 heure ou 2 à ne plus aller chercher un commodo imaginaire derrière le volant. Alors il y a une fonction qui est pas trop mal, notamment sur l'autoroute, puisque quand on actionne le clignotant pour changer de fil, les caméras détectent qu'on a terminé la manœuvre et donc coupent le clignotant tout seul, donc ça c'est bien. Par contre, ça devient un petit peu plus gênant quand on veut traverser plusieurs fils. Par exemple, si on est fil de gauche, qu'on veut aller la file qui est complètement à droite, on appuie une fois pour aller fil du milieu, le clignotant s'arrête, il faut rappuyer une deuxième fois pour aller fil de droite, et si on veut prendre la sortie suivante, il faut encore rappuyer une fois, donc ça c'est pas l'idéal. L'autre cas où cette commande de clignotant est un petit peu gênante, c'est dans les petits ronds-points qui demandent beaucoup d'angle au volant, puisque quand vous avez le volant braqué comme ça, je vous assure que vous êtes obligé de quitter la route des yeux pour cliquer sur la bonne direction. On a d'autres commandes qui arrivent aussi sur le volant, on a un accès direct aux caméras de stationnement, à la commande vocale, au régulateur de vitesse, donc ça c'est plutôt intuitif. Et l'autre gros changement qui est lié à cette suppression du commodo, c'est qu'on n'a plus la commande de boîte. Alors même s'il n'y a pas de boîte, je devrais dire la commande de transmission derrière le volant. Maintenant on passe en marche avant ou arrière directement depuis l'écran. Ça c'est une fonction qui a été assez critiquée quand c'est arrivé sur la Model S. Honnêtement à l'usage, moi je trouve ça plutôt intuitif puisque il suffit de glisser le doigt vers le haut pour passer en marche avant, le glisser vers le bas pour passer en marche arrière. C'est naturel. Honnêtement, c'est pas mal. On a même une fonction supplémentaire. Alors, c'est une fonction bêta qui permet à la voiture de choisir d'elle-même si elle va partir en marche avant ou en marche arrière. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous montez dans la voiture, vous attachez votre ceinture, vous n'avez pas de bouton start, ça c'est comme avant, et vous n'avez même pas besoin de sélectionner le sens de marche pour partir, vous avez juste à accélérer. Alors, attention, il s'agit d'une version bêta, ça veut dire qu'elle n'est pas encore très au point. Il faut toujours vérifier quand on quitte le stationnement que c'est bien le bon sens de marche qui est sélectionné. Quand on quitte un stationnement, en plus, c'est souvent une zone où il peut y avoir des piétons, des enfants, des animaux. Donc vraiment, pensez à bien vérifier que la voiture a sélectionné le bon sens de marche avant de partir. Nous, ça nous est arrivé par 2 fois que ce soit pas le bon sens qui soit sélectionné, dont une fois à un superchargeur. Pourtant, c'est quand même un environnement que cette voiture devrait connaître, mais en tout cas, prudence avec cette fonction. Alors vous allez me dire, si l'écran tombe en panne, est-ce qu'on tombe aussi en panne de voiture puisqu'on ne peut plus sélectionner marche avant ou marche arrière? Eh bien non, parce que Tesla a pensé à une commande de secours qui se retrouve au plafonnier. Il suffit d'appuyer ici et là on retrouve les PRND qui nous permettra d'avancer quand même en cas de panne de l'écran.
Allez, on a déjà beaucoup parlé, il est maintenant temps de passer à l'essai dynamique de la voiture pour jauger les évolutions. Alors on ne l'a pas précisé, mais on a à l'essai aujourd'hui une Model 3 Propulsion, donc la version de base, qui développe environ 275 chevaux. On dit environ parce que vous savez que Tesla ne communique jamais de manière officielle les puissances de ses moteurs, ni même les capacités de batterie. Alors, il ne précise pas non plus quelles sont les évolutions exactes qu'il a opérées sur la suspension de cette version restylée. En tout cas, ce qui est clair, c'est que le confort est bien meilleur qu'auparavant. On n'a plus du tout de secousses, que ce soit en ville, sur les dos d'âne, sur route, quand il y a des bosses, ou même sur autoroute, sur les raccords. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'on se croirait sur un tapis volant comme au volant d'une Citroën, mais il y a vraiment un progrès, c'est net. On se souvient que la Model 3 a toujours été plus confortable que le SUV Model Y, mais là, l'écart s'accroît encore entre les deux versions en faveur de la berline. Il semblerait que cette suspension plus moelleuse n'ait pas altéré le dynamisme de la voiture en virage. Alors je dis il semblerait parce que malheureusement pendant notre essai on n'a pas vraiment eu de conditions sèches. Le bitume a toujours été mouillé sur des routes assez grasses, assez glissantes. On a simplement repéré dans ces conditions une tendance de la Model 3 à décrocher assez facilement du train arrière. Alors que ce soit à l'accélération, c'est normal, c'est une propulsion, mais aussi à la décélération, puisque quand on décélère, on a de la récupération d'énergie au niveau des roues arrière, donc ça peut créer une tendance à déséquilibrer l'auto en appui. Alors, c'est pas du tout un problème, et ce pour deux raisons. La première, c'est qu'on a un ESP qui corrige parfaitement les dérobades. Les interventions sont toujours pertinentes et assez discrètes. Et puis la deuxième, c'est que quand on arrive trop vite comme ça dans un virage, il vaut mieux toujours que ce soit le train arrière qui décroche, puisque ça vous aide à tourner, ça vous aide à prendre le virage. Moi, je préfère cette tendance-là plutôt qu'une auto qui va être très stable du train arrière, mais qui va être, avoir un train avant qui va tout droit, et là, vraiment, on peut plus rien faire pour éviter la sortie de route. Donc très honnêtement, j'avais jamais conduit de Model 3 propulsion sous la pluie auparavant, donc je ne peux pas vous dire si cette tendance est là nouvelle et due au nouveau réglage de suspension ou au nouveau pneumatique. En tout cas, c'est la tendance qu'on a repérée sur cette version. On continue avec le test des améliorations. Là, on va parler d'insonorisation. Tesla annonce 30% de réduction des bruits d'air, 20% de réduction des bruits de roulement. Alors bien sûr, je ne vais pas vous dire non, c'est pas 20, c'est plutôt 13 ou 14, non. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'il y a effectivement une amélioration. C'est net en matière de bruit d'air. On se souvient que sur autoroute, au-delà de 110, 120, on avait une sorte de petit sifflement là au niveau du toit vitré, comme s'il était mal fermé, alors même qu'il est fixe, c'était quand même assez paradoxal. En tout cas, on n'a plus du tout ces bruits d'air. C'est un peu moins flagrant en bruit de roulement, même si là encore, il y a du progrès. Mais quand on arrive sur des routes un peu mauvaises, un peu granuleuses, on a toujours une petite résonance. Alors c'est vrai que l'habitacle est très vitré, donc le verre, c'est vrai que ça renvoie le bruit quand du tissu, ça l'absorbe. Mais en tout cas, sur ce point, il y a encore peut-être une petite marge de progression. Pour le reste, la Model 3 elle reste hyper agréable à conduire, très dynamique, même plus dynamique que certaines voitures thermiques. Encore une fois, c'est pas être pro Tesla que de dire ça, mais voilà, on a une direction directe, on a du répondant avec les 275 chevaux, que ce soit à l'accélération ou lors des relances. On a un freinage qui est très facile à doser, ce qui est assez rare sur une voiture électrique. Alors, on ne peut pas moduler la récupération d'énergie à la décélération. On a une récupération par défaut qui est assez franche quand on lève le pied de l'accélérateur, mais qui reste toujours facile à doser, qui n'est pas du tout inconfortable. Elle peut même aller jusqu'à l'arrêt en ville, mais dans ce cas-là, il faut bien anticiper son arrêt, parce que contrairement à un vrai mode one pedal, ça demande quand même un petit peu de distance pour que la voiture stoppe totalement. On va maintenant évoquer la grande qualité des Tesla en général et de la Model 3 en particulier, la qualité qui met à l'amende toutes les concurrentes électriques. Je veux parler bien sûr de la consommation qui a encore progressé. Alors hier, avant que les caméras ne tournent, on a effectué notre parcours test pour voitures électriques. Pour rappel, la première boucle s'effectue sur route secondaire. Alors on a des routes limitées à 80, on a un petit peu de voie rapide à 110, on a quelques traversées de villages fluides. Donc ça représente vraiment la consommation pour un usage quotidien. La deuxième portion, elle se fait sur autoroute. Là, c'est pour simuler un long trajet. On prend l'autoroute en se calant à 130 km/h, exactement comme avec une voiture thermique. Et là, sur ces deux parcours, la Tesla a encore battu de nouveaux records.
Sur la route, elle n'a consommé que 13,9 kWh au 100, ce qui autoriserait une autonomie maxi de plus de 400 km. Il y a très peu de modèles qui, sur notre parcours routier, sont descendus sous les 14 kWh au 100. Il y a quelques Volkswagen, quelques Hyundai et Kia, mais c'est des autos qui sont beaucoup moins puissantes. Mais là où la nouvelle Model 3 a repoussé les limites, c'est vraiment sur l'autoroute. On a réussi à signer une consommation de seulement 18,6 kWh au 100 km. Ça fait plus de 300 km d'autonomie en sirotant 100% de la batterie. Cette valeur de 18,6 kWh au 100 km, c'est tout simplement le score le plus bas de toutes les voitures électriques qu'on a passées sur le parcours autoroutier. On a passé plus de 50. Ça, c'est dû aux évolutions aérodynamiques. Sur l'autoroute, plus de 2/3 de la consommation est due justement à la résistance à l'air. Ces valeurs de consommation qui sont très basses, ça permet à la Tesla de ne pas embarquer de trop grosses batteries. La capacité de batterie sur cette version, on l'estime à 57 kWh utile. Pour vous donner un ordre d'idée, un SUV de type Ford Mustang Mach-E avait besoin d'une batterie de 99 kWh pour faire juste 30 km de plus sur autoroute. Donc toujours ce qui est important avant l'achat d'une voiture électrique, c'est certes de regarder l'autonomie maxi, mais aussi la consommation. Puisque dans le cas du Ford, certes on va pouvoir faire 30 km de plus sur autoroute, mais quand on va s'arrêter, on va devoir recharger beaucoup plus d'énergie, donc on va devoir s'arrêter beaucoup plus longtemps. Et puisqu'on parle de recharge, on va évoquer celle de la Model 3. En version propulsion, la puissance de charge maxi sur superchargeur, sur bande rapide en courant continu, c'est 170 kW. Alors, on a testé une recharge, mais sans renseigner le superchargeur dans la navigation, ce qui veut dire qu'on n'a pas eu de préconditionnement de batterie. Quand la batterie n'est pas préchauffée à l'avance, la puissance est montée à 150 kW, pas plus, et vite redescendu vers 105 kW. Alors, ça n'a pas trop étendu le temps de recharge, puisque la voiture a mis 27 minutes pour passer de 15 à 80% d'énergie. Elle demandait ensuite 20 minutes pour passer de 80 à 100%. C'est un temps qui est correct. Pour vous donner une comparaison, une Renault Mégane E-Tech qui a une batterie de capacité à peine supérieure avait demandé 35 minutes de 15 à 80% et demandait encore 35 minutes pour rejoindre 100%, soit 1h10 au total contre 47 minutes pour la Model 3 propulsion. Pour l'anecdote, on avait réalisé le même test de charge avec un Model Y pas plus tard que la semaine dernière. C'est une Model Y qui avait été produite à Berlin, qui embarquait donc une batterie BYD et la vitesse de charge était bien inférieure. On avait mis seulement 19 minutes entre 15 et 80% contre 27 minutes pour les batteries CATL des Tesla qui sont produites à Shanghai. Et pourtant, on n'avait pas non plus renseigné le superchargeur dans la navigation, ça veut dire qu'il n'y avait pas non plus de préconditionnement de batterie. Quoi qu'il en soit, s'il y a bien un modèle électrique qui ne fait pas peur à l'heure d'entamer un long trajet, c'est bien une Tesla. Ça, c'est aussi grâce à son excellent planificateur d'itinéraire. Alors, si on rentre par exemple une destination qui va au-delà de la portée de la batterie, eh bien, il va tout calculer tout seul. Il va nous dire où s'arrêter, combien de temps s'arrêter pour vraiment optimiser le temps de trajet. Il va aussi nous dire en temps réel quel est le taux d'occupation de la station. Il va bientôt aussi pouvoir nous dire via une mise à jour les prévisions d'occupation de la station. Ça veut dire que s'il voit que beaucoup de possesseurs de Tesla vont vers le même superchargeur, il va pouvoir en envoyer certains sur un autre superchargeur s'il estime qu'il va y avoir beaucoup de monde d'ici 20 ou 30 minutes. Et donc ça, c'est vraiment la grande force de Tesla. C'est bien sûr grâce à son réseau maison de superchargeurs qui remonte un maximum d'informations. Mais cette caractéristique, c'est à la fois la grande force de la Tesla, et je dirais que c'est aussi un petit peu sa limite, puisque aujourd'hui, le planificateur d'itinéraire ne prend en compte que les superchargeurs Tesla. Il ne répertorie pas les autres stations de charge rapide. Alors, c'était pas un problème il y a 5 ans, ni même il y a 2 ans, ni même il y a 1 an, mais maintenant le réseau de recharge rapide s'est beaucoup densifié. C'est d'ailleurs pour ça, vous l'avez peut-être remarqué, que sur les aires d'autoroute, on commence à voir pas mal de Tesla qui se rechargent chez Total Energy, chez Ionity, chez Fastend et bien d'autres. Ça, c'est simplement parce que les superchargeurs Tesla obligent souvent, pas tout le temps, mais souvent à sortir de l'autoroute, alors que les autres fournisseurs sont implantés directement sur les aires. Alors du coup, sur long trajet, ça oblige à utiliser des applications tierces de planification d'itinéraire.
problème, c'est qu'on n'a pas Android Auto ni Apple CarPlay, donc on ne pourra pas les afficher sur l'écran. D'ailleurs, c'est pareil pour les autres applications, hein, pour ceux qui aiment bien Coyote pour les radars ou Waze pour le trafic ou les zones de danger, on ne peut pas non plus les afficher sur l'écran. Il est temps de terminer notre essai avec, je dirais, la cerise sur le gâteau. Je voudrais parler du prix qui n'augmente que de 1 000 € par rapport à la version précédente. Ça nous paraît amplement justifié, vu les progrès en matière d'équipement, en matière de confort, en matière d'insonorisation, en matière d'autonomie qui progresse elle aussi. Petit détail quand même, si vous êtes intéressé pour vous acheter une Model 3, ne traînez pas pour pouvoir profiter des 5 000 € de bonus qui, selon toute vraisemblance, devraient disparaître dès l'année prochaine. Mais cela dit, même quand cette voiture aura perdu son bonus, ce sera simplement un peu un retour de la logique tarifaire. Aujourd'hui, c'est une auto qui se retrouve moins chère que des concurrentes de catégorie inférieure, de type Mégane E-Tech ou Peugeot i308. Une fois qu'elle aura perdu son bonus, si les concurrentes dont on a parlé le gardent, elle deviendra simplement un petit peu plus chère qu'elle, mais ce sera simplement logique et justifié. Voilà, on arrive maintenant vraiment à la fin de cet essai. On a essayé d'être le plus détaillé possible. J'espère qu'on n'a rien oublié. Si on a oublié quelque chose, n'hésitez pas à nous poser des questions dans les commentaires, on essaiera d'y répondre. J'espère aussi que cet essai ne vous a pas semblé ni trop pro-Tesla, ni trop anti-Tesla. En tout cas, c'était vraiment pas le but. Pareil, n'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouveaux essais sur l'Argus.fr. À bientôt.